Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview de la série L'Entretien, une série orientée développement personnel et business. Donc, je suis Pierre Leju, coach et directeur du centre de formation INSEM, INCEM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe van den Bosch, qui est militaire dans l'armée belge, directeur au centre d'information de Bruxelles pour l'armée belge, instructeur dans l'armée belge sur les axes de développement professionnel, caractériel, sportif, rattaché directement à l'état-major et il est également officier et ancien militaire de terrain. Donc aujourd'hui, on a la chance de le recevoir pour parler développement humain et performance au sein de l'armée belge. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'on n'a pas peut-être l'habitude de connecter ensemble, mais qui pourtant est intimement lié. Mais on va laisser Philippe nous parler de tout ça. Ça va être vraiment passionnant. On a vraiment la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Voilà, donc avec Philippe, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer pendant des formations en PNL, mais on n'a jamais vraiment eu le temps de creuser sur son métier et sur tout ce qu'il mettait en place. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment une super occasion de le partager à tout le monde parce que ça va être riche d'enseignements, riche d'expériences, avec un regard totalement nouveau. Voilà, je me mords la langue pour pas vous en dire davantage. On va explorer tout ça avec Philippe. Et puis, écoutez, on est parti. Donc déjà, Philippe, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, retracer ton parcours et nous expliquer qui est Philippe aujourd'hui? Oui, évidemment, avec grande joie. Alors, souvent quand on se présente, soit on dit des petites choses banales ou soit on donne ce qui nous anime. En l'occurrence, c'est ça que je vais faire. Ce qui me passionne vraiment, c'est de partir en éclaireur, c'est le cas de le dire, d'aller chercher des nouvelles pépites à droite à gauche, à la fois dans mon monde professionnel, mais également dans la vie privée, et de ramener ça dans l'autre monde, je vais dire, donc faire un peu des ponts, faire des liens. Et puis, m'enrichir personnellement, c'est une démarche tout à fait personnelle de base. Et puis, je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant pour les autres. Et donc, j'ai à cœur de diffuser, de transmettre. C'est vraiment cette mission de transmission avec une certaine idée de la créativité quand même, de manière créative. Et, euh, et pour ce faire, évidemment, j'ai été explorer tout le champ du développement personnel dans un sens. Et puis, à l'inverse, j'essaie aussi de transmettre les stratégies vers le monde privé, vers le monde civil. Et voilà, faire les ponts, tout simplement. Super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, du coup, quelle est ta position aujourd'hui au sein de l'armée belge? Parce qu'on voit, il y a l'uniforme, il y a le Philippe personnel et qui est le Philippe professionnel? Alors, donc, Philippe, professionnel, il a commencé sa carrière dans les années 2000 comme candidat officier paracommando. Et donc, j'ai fait plusieurs années à l'école royale militaire, l'école des officiers. On forme sur plusieurs domaines, plusieurs piliers, que sont l'aspect professionnel, mais aussi caractériel, sportif et je vais dire complètement euh, militaire, hein, voilà, et académique comme toute université. Puis après, je suis parti à la grande université de l'infanterie, donc où j'ai eu l'honneur de devenir officier d'infanterie légère. Et comme jeune sous-lieutenant, j'ai rejoint un bataillon des unités de combat je suis parti en déploiement, notamment en Afghanistan. J'ai fait quelques années avec plusieurs manœuvres en Europe, ailleurs en Afrique, à plusieurs continents. Et par la suite, je suis revenu à l'académie militaire comme instructeur pour former les jeunes officiers. Euh, voilà, ça m'a animé beaucoup. Là, il y a eu toute cette partie diffusion sur vraiment les valeurs, tout ce qui est leadership caractériel et également professionnel. Et puis, par la suite, j'ai évidemment pris de l'ancienneté. Bon, je suis monté dans l'état-major et j'ai terminé directeur adjoint de la formation de base des officiers. Et récemment, depuis septembre 2021, j'ai repris la direction du centre d'information de Bruxelles, qui se trouve aussi à l'académie et qui, en fait, vise à informer au mieux euh, les civils pour qu'ils puissent faire des choix en conscience et savoir comment s'orienter au sein de la défense. Donc, finalement, ça rejoint un petit peu ce qui m'anime. Ce n'est pas anodin, évidemment. Donc, il y a la partie instruction, diffusion et faire des ponts entre les mondes. Donc, voilà, ça rejoint tout à fait ce qui m'anime de base, quoi. Ouais, donc déjà une belle et longue expérience déjà entre le domaine personnel et professionnel et on voit bien en tout cas que ça te tient à cœur et c'est super important.
Alors, tu sais qu'aujourd'hui, les clichés, ils ont la vie dure. Tu sais, au niveau des militaires, quand on pense militaire, on voit tout de suite, tu sais, ce grand gaillard avec les gros muscles, tu sais, un petit peu à la Rambo, ou alors on voit, tu sais, cet instructeur américain qui hurle sur tous les soldats. On est bien loin de tout ça aujourd'hui, mais ça reste en tête en attendant. Et comment est-ce que tu définirais le militaire d'aujourd'hui et qu'est-ce qui fait sa différence par rapport au militaire d'il y a par exemple 30 ou encore 50 ans? Hmm. Je vais dire que le militaire d'aujourd'hui doit être beaucoup plus professionnel. Par le passé, c'était un service militaire, c'était une ambiance fin de guerre froide, avec des transitions vers des théâtres d'opération qui étaient plutôt orientés vers l'Est. Et puis, on a eu toute la partie Moyen-Orient. Dans le passé, évidemment, c'était beaucoup plus hiérarchisé, beaucoup plus ouais, dans le cliché typique, on va dire. Maintenant, c'est devenu de par l'environnement. On est dans un environnement qui a des conflits atypiques, asymétriques, des menaces où on ne se retrouve plus très bien, qui on a en face de nous, etc. Donc, on appelle ça d'ailleurs le monde VUCA, hein, pour volatile, incertain, complexe, ambigu. Et donc, à l'heure actuelle, ce qui est demandé aux militaires, c'est d'être plus autonome, plus souple, plus adaptable, plus agile et plus en responsabilité. Donc, aussi certains principes de subsidiarité, on redescend la responsabilité au plus bas échelon. Et peut-être aussi cette fameuse notion qui est apparue notamment pendant toute la partie Afghanistan, guerre du Moyen-Orient, c'est ce concept de tri-bloc war. Donc, cette capacité pour le militaire, sur le terrain en tout cas, de passer de mission, on va dire, humanitaire à un pâté de maison plus loin à une mission plus de police, de contrôle, et puis un pâté de maison plus loin, carrément devenir dans le haut level du déploiement des forces et rentrer presque dans une mission de base militaire, donc de combat. Donc, c'est pour ça qu'on parle de stratégie caporale. Et ben, en fait, c'est la même chose à tous les échelons. Donc, ça demande évidemment plus de leadership individuel et personnel pour chaque militaire, peu importe son niveau de grade et de responsabilité. Ouais, donc on comprend bien, en fait, on est vraiment sorti de ce cliché du militaire de l'époque où la chair à canon, on va dire, si on peut le dire comme ça, où de vraiment tu fais ce qu'on te dit, t'obéis, t'y vas, tu réfléchis pas. Là, si j'ai bien compris, on est vraiment plutôt dans une démarche de prise d'initiative et puis de militaires à multiples casquettes et pas uniquement des unités de combat, mais vraiment des unités de gestion opérationnelle sur le terrain, que ce soit civil, maintien de l'ordre, mais aussi du coup militaire opérationnel pour la gestion de conflits, quoi. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que nos cadres, nos futurs chefs, on les forme vraiment de cette manière, c'est essayer de les enrichir d'un maximum d'expérience pour qu'ils développent ces capacités de leadership qui sont d'analyser une situation qui est chaotique, a priori, de pouvoir décider dans ce chaos et d'être agile, souple pour communiquer les ordres afin de faire passer à l'action et de lui-même passer à l'action dans ce contexte. Et donc, vraiment d'aller chercher une flexibilité, une agilité qui n'avait pas forcément, qui n'était pas nécessaire auparavant et qui maintenant se répercute à tous les échelons. Donc après, ben oui, évidemment, en fonction de nos missions, il y a différentes unités, bien sûr, il y a ceux qui sont sur le terrain, il y a les unités de combat, il y a les unités d'appui au combat, et forcément, il y a aussi toute la partie administration, logistique, etc. C'est une grande équipe, c'est une grande organisation, tout doit se mobiliser et bien se coordonner ensemble. Néanmoins, on sent que ça, c'est vraiment présent, c'est cette notion de leadership individuel, ensuite amené vers les autres, Ouais. clairement. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'on donne davantage, entre guillemets, de pouvoir maintenant et de responsabilité, on va dire, aux soldats opérationnels de terrain. Et bah, merci du coup pour cette belle transition parce que voilà, aujourd'hui, on comprend bien que le militaire, il y a de ce qu'on voit aussi à la télé, de ce qu'on entend, hein, il y a vraiment l'optimisation, enfin la recherche de l'optimisation du potentiel physique, mais aussi intellectuel et psychique. Et c'est justement bah, la démarche que tu nous expliquais qui est en train de se mettre en place au niveau de l'armée belge avec bah, des approches qu'on n'attendrait pas forcément, hein, que ce soit sur le développement personnel, le développement humain, je pense à la relation à l'être, le mindset, des outils de communication et aussi de gestion des émotions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup précisément quel est le sens de mettre en place cette dynamique, en quoi elle consiste, enfin, quels sont les objectifs attendus, les bénéfices, etc. Tout à fait. Bon, ben, depuis quelques années, on s'est rendu compte au plus haut niveau
après, je me permets ici de partir avec mon interprétation, évidemment, d'officier subalterne, de commandant, à mon petit niveau avec mon expérience, de me rendre compte qu'il y a une volonté quand même du dessus, puisque voilà, nos généraux décident de remettre l'humain au centre. C'est un changement de culture qui est volontaire, qui est voulu. On s'est rendu compte depuis toujours que la valeur et la force, en tout cas à l'armée belge, était l'humain. Et parfois, on a quand même un petit peu orienté plus vers la partie matérielle, gestion, ressources. On a voulu copier ce qui se faisait à l'époque dans les années je veux dire 90, 2000 sur le total quality management, etc. Donc, sans rentrer dans le détail, on a voulu copier une organisation civile. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était quand même vachement important de revenir à l'essentiel, à l'être. Et que toute action, tout le faire, va toujours partir d'un bon état d'être. Donc, remettre l'humain au centre, c'est une volonté actuelle. Et pour ce faire, évidemment, à différents niveaux, on met des choses en place. Et au plus bas niveau, sur le terrain, des choses ont émergé, comme les techniques d'optimisation de potentiel, qui viennent à la base de l'armée française, de l'école du Fontainebleau, du sport, et qui est un mix d'approches. On n'a rien inventé, on a tout mixé pour que ça soit adapté aux militaires, sans matériel, sur le terrain, peu importe les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Pour ce faire, on a ramené ça, on a développé aussi le BTOP, donc pour Belgium, technique d'optimisation de potentiel. On couple ça aussi avec la mindfulness, et là, on s'est inspiré de nos voisins du Nord, les Hollandais, qui sont vraiment beaucoup avancés dans le domaine, donc tout ce qui est pleine présence, pleine conscience, et qui se développe de plus en plus. Et puis, tout récemment, je suis assez fier de pouvoir l'annoncer aussi, c'est la partie cohérence cardiaque, donc l'art finalement de rééquilibrer ses émotions, notamment par la respiration. Et donc, cette gestion émotionnelle, intelligence émotionnelle, est vraiment ultra importante pour la gestion du stress. Et Dieu seul sait que, vu les enjeux sur le terrain, le militaire doit pouvoir gérer son stress. Et évidemment, il y a le cliché sur la partie de terrain, voilà, le fantassin qui est en Afrique, au Mali, qui se prépare peut-être à aller sur le front de l'Est, etc. Mais il y a aussi toute la partie du stress, je vais dire, plus quotidien pour le militaire qui est parfois englué dans une grande bureaucratie devant son ordinateur, comme tout le monde peut l'avoir, avec cette pollution peut-être qui peut être perçue comme ça, ce monde de l'information, de l'électronique. Et là aussi également, ces techniques, ces approches, ces soft skills, toutes ces dimensions sont plus qu'utiles, évidemment. Ouais. Je vais pousser un peu le cliché, mais je trouve ça fou en fait, et je pense que ça va pas étonner uniquement moi, mais aussi les personnes qui vont l'écouter, mais d'entendre parler de mindfulness, de techniques de respiration avec la cohérence cardiaque, de développement personnel, de développement humain, de gestion du stress et des émotions. Enfin, je veux dire, on n'attendrait pas du tout ça normalement dans l'armée. On attendrait ça, tu sais, plutôt dans des centres de formation, dans des centres, on va dire, de soins ou des centres de bien-être. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en gros, aujourd'hui, l'armée belge, je ne sais pas pour les autres armées, mais déjà, au moins l'armée belge, vraiment a remis l'homme au cœur du changement pour venir, entre guillemets, si j'ai bien compris, plugger, on va dire, rajouter des compétences techniques dessus. Mais en fait, c'est ça, si j'ai bien compris, si je resynthétise, l'idée à travers le programme qui est en train d'être mis en place, c'est de se dire, il y a un individu qui rentre, on va faire en sorte qu'il se sente bien déjà personnellement, qu'il puisse évoluer personnellement en tant qu'individu, mais aussi en tant que militaire. Et tout ça en apportant des modules complémentaires pour lui permettre d'évoluer plus sereinement dans son métier de militaire. C'est ça, et d'être plus opérationnel en se sentant bien en tant que militaire et en tant que personne, c'est ça? Voilà, exactement. Le but est évidemment de coupler cet épanouissement, cet meilleur état de flow ou cette recherche de performance aux objectifs stratégiques qui nous sont amenés directement par la politique. Et donc, il y a les objectifs stratégiques et de terrain, et on s'est rendu compte qu'effectivement, remettre l'accent sur le bien-être humain va faire en sorte que le militaire, évidemment, est plus performant dans sa fonction, dans ses tâches quotidiennes et également en situation de stress intense. Donc, on met tout en place pour que l'humain, l'être humain, au-delà de l'uniforme, au-delà de ce pourquoi il est fait, soit d'abord bien aligné avec lui-même. C'est pour ça que j'aime bien parler au cœur d'un autre esprit de corps. L'esprit de corps, chez nous, c'est important, c'est cette notion de se rassemble autour des valeurs, autour du drapeau, on fait ensemble les choses, parce qu'on sait que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.
Et effectivement, on s'est rendu compte qu'à un moment, c'était plus suffisant de juste dire vous obéissez aux ordres sans comprendre le sens, le pourquoi, et surtout sans se comprendre soi-même. Donc là, on part d'une vraie relation à soi. Cette meilleure relation à soi va permettre ensuite de rentrer mieux en relation aux autres, donc créer une équipe, une dynamique, une cohésion qui va faire que ce groupe fort, peut-être cette masse critique, hein, on sait bien que 15% d'un groupe représente une masse critique qui va influencer le reste du groupe, va pouvoir ensuite se déployer vers les objectifs qui nous sont fixés par la hiérarchie, les chefs, et donc finalement, en bout de course, atteindre les grands objectifs stratégiques. Ouais, donc Ça, c'est l'ambition, la vision et également les mises en action très concrètes. ouais, donc développement d'un esprit personnel au sein d'un esprit collectif pour le collectif. Au service de nos valeurs, des missions en général, ce pourquoi on est déployé. Et c'est notamment la protection de la population, mais c'est aussi aller défendre nos valeurs au-delà des frontières, dans d'autres contextes, notamment comme la lutte contre le terrorisme, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment partir de l'humain pour ensuite rejoindre la performance et la mise en action. En tout cas, c'est super intéressant aussi ce que tu viens de dire au niveau de la quête de sens, le pourquoi on fait ça. Parce qu'on l'a vu avec les différents intervenants qui sont intervenus là dans la série L'Entretien. Je pense à Philippe Bloch, par exemple, ou Anne Metteux sur l'intelligence émotionnelle, ou même Michel Wozniak qui en parlait. Mais la quête de sens au sein de l'armée, c'est vrai qu'on pense souvent au sens de, bah voilà, il y a la mission, mais je pense que le sens, comme tu l'as expliqué, ça va beaucoup plus loin que ça. Et pour adhérer au sens, il faut aussi déjà, comme tu l'as dit, se connaître soi-même, savoir quel est son pourquoi personnel, pourquoi je m'engage dans l'armée, pourquoi je serais prêt à me dépasser, parce qu'on sait qu'il y a un risque mortel, il y a un risque létal, pourquoi je serais prêt à dépasser ça pour venir nourrir quoi. Et je pense que, j'arrête pas de le rappeler, hein, que ce soit dans le coaching ou dans d'autres choses, mais quand on a le bon carburant dans la machine, on est capable de se transcender et puis de réaliser ses objectifs. Donc c'est vraiment super intéressant de pouvoir le retrouver aussi dans l'armée belge et de voir que ça se joue à multiples niveaux, que ce soit au niveau personnel et aussi au niveau collectif, et même plus loin, parce qu'on voit qu'il y a vraiment une dimension, on va dire, supérieure à soi et au groupe. Ça va aussi pour les autres en dehors de l'armée, donc c'est chouette. Et du coup, ça m'amène aussi à la question suivante, c'est tout ça s'est mis en place et on voit bien que c'est aux antipodes de ce qui se fait historiquement. Comment c'est perçu au niveau de la hiérarchie, on va dire à différents échelons, hein, que ce soit les plus hauts, mais aussi au niveau des soldats de terrain? Parce que je pense que ça a été peut-être comme toute chose. Au début, c'est une graine qui a peut-être été insufflée par une ou deux personnes. Comment ça a été perçu justement à ces différents niveaux? Écoute, Pierre, c'est très intéressant que tu en parles parce que c'est quelque chose qui est toujours en cours à l'heure actuelle, hein. Forcément, pour certains, ça semble une évidence. C'est quelque chose qu'il faut développer et que doit mettre au centre de nos efforts. Et heureusement, j'ai l'impression, je suis même persuadé qu'au top management, nos chefs, le Chief of Defense, les généraux sont convaincus de cette approche. Après, parfois, ne sont pas toujours conscients de ce qui peut se passer sur le terrain concrètement. Et puis, à l'inverse, tout en bas, parfois, il peut y avoir aussi cette conscience, cette volonté, parce qu'il y a un certain malaise s'est installé, et qui ne sont pas forcément non plus conscients de cette volonté et de ce qui est possible. Donc, à tous les niveaux, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont dans l'incertitude, parce que le changement fait peur, l'inconnu fait peur, comme toujours. Et puis d'autres gens qui sont peut-être plus enclins à rester dans une certaine, je vais dire, traditionnalisme, dans un certain envie de faire comme on a toujours fait, tout en se rendant bien compte qu'on évolue en permanence et qu'on ne peut pas rester figé. Donc ça se traduit à différents échelons de différentes manières. Néanmoins, il y a cet élan, cette masse critique qui est en train de se créer, des réseaux, je vais dire, transversales qui sont aussi pas toujours complètement officiels, donc c'est-à-dire pas reliés à une fonction pure. C'est souvent des doubles casquettes, des gens qui sont animés individuellement et par leur motivation qui commencent à faire ça un petit peu sur le côté de leur fonction de base. Et puis, grâce à ça, ça émerge et à un moment, ça se raccorde avec cette volonté officielle. Donc, c'est en cours, ça a commencé depuis quelques années et ça laisse présager de très belles réussites pour l'avenir, ça c'est clair. Bien sûr, ça part toujours d'une volonté individuelle de chaque individu.
Ah ouais, mais des fois, il suffit d'une goutte d'eau. Tu sais, moi, j'ai toujours cette image de la mare ou du verre d'eau, tu sais, où on met une goutte d'un liquide qui va se diffuser dans tout le reste. Il faut juste le temps que ça s'imprègne et puis que bah, voilà, les autres en soient conscients. Mais on a toujours un petit peu de mal à s'imaginer un militaire qui fait de la méditation, un militaire qui fait de la cohérence cardiaque, qui va bon, gérer son stress et ses émotions, peut-être un petit peu moins, mais qui va apprendre justement les outils de communication ou les outils de gestion de soi. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Je veux dire, tu nous parlais par exemple de la cohérence cardiaque. Est-ce que tu as déjà pu avoir des retours de terrain sur les pratiques des militaires? Enfin, voilà, savoir simplement ce qu'ils en pensent et comment ils vivent la chose déjà par rapport à ce qui est en train d'être mis en place. Alors oui, on a évidemment des échos tous azimuts. Par exemple, moi, j'ai diffusé la cohérence cardiaque notamment à des élèves de l'école royale militaire, donc des futurs officiers qui vont servir à peu près dans toutes les composantes, parce que pour moi, c'est fondamental de diffuser auprès des plus jeunes. C'est comme ça qu'à un certain moment, ça va se répandre dans l'organisation, puisque eux vont trouver ça normal et amener ça après dans leurs unités respectives. Et donc déjà, rien que pour la gestion de stress, pour les examens, pour toutes les évaluations qu'ils ont, et ils y voient un vrai intérêt, même en termes de concentration, puisque là, ben, ils sont en apprentissage permanent. On a des échos aussi de membres des forces spéciales, donc voilà, à qui j'ai pu diffuser ça, des équipiers, donc des gens qui sont a priori déjà très très bien entraînés et conscients et forts dans la gestion de stress, puisque c'est leur quotidien. Hein, on peut s'imaginer qu'ils sont déployés dans des circonstances, des conditions assez incroyables. Donc, a priori, ils sont déjà relativement bien équipés naturellement. Mais en plus, là, il y a quelque chose d'aidant, donc, qui va leur permettre d'atteindre ces fameux états de flow de performance. Et puis, ben, surtout, j'ai envie de dire, on est formé par un ancien pilote de chasse, ex-pilote de chasse, qui est ben, justement instructeur top, mindfulness et cohérence cardiaque. Je dirais même qu'il y a tout un côté spirituel qu'il a déployé maintenant qu'il est pensionné. Et à l'époque, il transmettait déjà ça aux candidats pilotes qui sont soumis à des gros stress, évidemment, de concentration. Donc voilà, il y a plusieurs échos, c'est voilà, quelques exemples, et même dans mon quotidien, je le partage effectivement à mes collègues, notamment au centre d'information, pour être plus en lien avec nos postulants et avoir une meilleure communication, être plus relax et plus disponible, en fait, tout simplement. Donc, les échos sont positifs, ça ne s'est pas encore généralisé partout, mais ça le devient petit à petit. Et parfois, je vais quand même être très honnête aussi, il y a des fois où on doit faire face à une certaine réticence de certaines personnes qui n'ont jamais connu ça par le passé et qui ne voient pas l'intérêt et qui ont ce cliché de bah non, on est des gens ultra forts parce qu'on l'a toujours fait comme ça et il n'y a pas besoin de ce genre d'approche. Et alors, bah, j'aime bien citer Schopenhauer qui disait que tout changement passe par trois étapes. La partie, je vais dire, amusante où on passe un petit peu pour des rigolos et puis il y a une partie qui est considérée comme dangereux et puis ça devient évident pour tout le monde. Et le temps fera son œuvre, j'ai l'impression, puisque de toute façon, l'ensemble de notre société, notre civilisation évolue aussi dans cette direction. Donc forcément, l'organisation défense, armée en général, en Europe, mais ailleurs. D'ailleurs, l'armée américaine utilise aussi maintenant la cohérence cardiaque. Et ben, on doit évoluer avec notre temps. Il faut rester à jour. Et donc, bah oui, les militaires, c'est aussi avant tout des êtres humains. Donc, ils découvrent ça aussi dans le civil. C'est le cas pour ma part. C'est comme ça que j'ai rencontré la cohérence cardiaque, et notamment pour la première fois en formation de programmation neurolinguistique avec Michel Wozniak. Donc, voilà, les ponts se font. Ouais. En tout cas, ouais, super intéressant et je rebondis sur ce que tu as dit par rapport aux pilotes de chasse qui utilisent la cohérence cardiaque et d'autres outils. Pour ceux qui vont aussi écouter le podcast, je pense que c'est toujours une vidéo qui est intéressante. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a une vidéo qui montre la patrouille de France justement s'entraîner et montre que l'entraînement ne se fait pas toujours dans les avions, mais qui sont vraiment assis. C'est déjà de la respiration, du travail de visualisation, où ils miment les gestes qu'ils font justement et on voit bien que ça, en fait, c'est de la pleine conscience. C'est tous ces outils justement dont tu nous fais part qui sont utilisés aussi au plus haut niveau de l'armée française. Et aussi, deuxième point, c'est super, c'est même passionnant, j'ai envie de dire, de se rendre compte aujourd'hui que même au sein de l'armée, qui est une institution normalement qu'on pourrait étiqueter de défense, d'opérationnel, de force, enfin, on a vraiment cette image de force physique, de voir
commence aussi, et puis que c'est beau de voir ces tendances-là, et de voir même qu'au sein de l'armée, il y a ces tendances d'adaptation par rapport à toute la sociologie qui change. Je pense aux jeunes générations pour qui, bah voilà, par exemple, le CDI n'est plus un Graal, ou le développement humain et personnel, il est super important, et de voir que même au sein de l'armée, bah, au final, c'est pas incompatible, et que même dans ces milieux-là qu'on aurait pu penser très structurés, presque figés ou dur à bouger, bah, qu'on voit que ça se fait naturellement, et que quand on prend ça en compte, bah, qu'il y a des beaux résultats qui se font derrière, donc que ce soit en interne et pour les autres, hein, parce que l'armée aussi a un devoir de service, donc c'est super chouette en tout cas de voir tout ça. Donc du Et coup, si j'ai bien compris... Ouais, vas-y, excuse-moi. si je peux me permettre de rebondir, je voulais juste partager cela. En fait, c'est aussi un fameux constat, c'est que bah, tout ça est présent depuis très longtemps et beaucoup d'évolutions, de grandes évolutions dans le monde sont passées par l'armée. On est de façon générale, hein, tous les militaires dans le monde sont et utilisent de façon vraiment ergonomique la neuroscience, que ce soit dans la technologie, à l'heure actuelle dans les nouvelles dimensions cyber, donc de renseignement aussi. Et je pense que c'est un travail de reconscientisation. Souvent, certains militaires l'ont fait par tradition, l'ont appris de leur père, et il y a des stratégies immuables qui rejoignent un peu les vérités universelles et qui permettent d'être flexible, agile, être dans le changement, dans ce art du changement. Et finalement, on ne sait plus pourquoi ni comment, on ne l'identifie plus. Et là, tout le travail de reconscientisation, c'est d'amener finalement un petit peu plus les neurosciences et cette conscience au sein des armées. Et c'est ce qui est occupé à se passer. Mais en fait, finalement, ça a toujours bien été présent. Parce que comme j'ai mal de dire, l'être humain fait deux grandes choses depuis la nuit des temps, c'est l'amour, tant mieux, et aussi un petit peu le combat et la guerre. Et donc, voilà, c'est la chose militaire, finalement historique. Il y a des grandes leçons d'histoire qu'on répercute, mais parfois sans trop savoir. Et je prendrai mon exemple quand j'étais dans les formations de neurosciences et en PNL notamment. C'est comme si on m'avait donné finalement le mode d'emploi de tout ce qu'on fait au sein de la défense, de l'armée, qui est souvent très symbolique et qui a une raison d'être en fait, qui est là pour resserrer les liens, pour être efficace, efficient, performant. Donc la neuroergonomie, elle est présente depuis longtemps, c'est juste que la majorité n'en sont pas toujours conscients. Ouais. Voilà. Donc en fait, Parenthèse que je voulais faire. si j'ai bien compris, c'est reprendre tous ces apprentissages, toutes ces choses qui sont inconscientes, et les ramener à un niveau conscient, en fait, pour Exactement. les repasser après à un niveau inconscient, dans la logique des Exactement. choses. Et donc, on voit bien, enfin, dans ce que tu nous expliquais aussi, puis dans la position que tu occupes, hein, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que les instructeurs, du coup, vu qu'il y a toute cette notion de développement personnel et humain, est-ce qu'on pourrait dire que l'instructeur, aujourd'hui, en quelque sorte, c'est un coach? Ah, moi, je dirais que oui. C'est évidemment ma perception, ma vision, mon élan et mon envie également, pour avoir aussi suivi ça, des formations en coaching. Je pense que l'avenir est au leader coach et forcément, un bon leader forme d'autres leaders. Un instructeur est là pour mettre un cadre et pour permettre le déploiement de toutes les capacités d'un futur leader. D'ailleurs, c'est souvent la façon dont on agit. On met les gens en situation, on leur fait vivre des expériences et de là, ils peuvent en retirer du feedback. Ils se dépassent et par ce dépassement, ils prennent confiance et ils ont une meilleure estime d'eux-mêmes et ils ont finalement des clés qui vont pouvoir transposer le moment venu, le jour J, dans peut-être la pire situation de leur vie. Rien n'est voilà, je veux dire, rien ne remplace une réalité opérationnelle, on ne peut faire que s'y préparer, mais c'est vrai que c'est dans ce cadre-là qu'on amène les gens à se préparer. Et cette notion de coaching, elle est très importante, elle me tient à cœur parce que, étant un ancien instructeur pour les officiers, je me suis souvent rendu compte de l'écueil que certains instructeurs pouvaient avoir de confondre entraînement et formation. Et former quelqu'un, euh, lui faire apprendre les choses, bien, il faut les mettre dans les meilleures conditions d'état de flow, justement, peut-être de cohérence cardiaque, etc. Voilà, pas de stress. Pour que l'apprentissage se passe bien et que tout ça s'intègre à la fois dans le cerveau, mais aussi dans toutes les cellules du corps, le cœur et la partie instinctive, cet alignement. Et puis ensuite, quand la personne est bien, allez, je vais dire bien formée et consciente de tous ces processus, ces tactiques, techniques et procédures, comme on appelle ça, toute cette stratégie militaire, à ce moment-là, on peut passer à la phase d'entraînement qui est effectivement, on rajoute des pressions de temps,
de stress, de fatigue, des conditions particulières qui seront représentatives de la réalité de terrain. Donc, oui, un instructeur, pour moi, un bon instructeur est un bon coach parce qu'il va arriver à aller questionner par la maïotique, faire sortir les solutions de l'individu. Et c'est l'individu qui va trouver les solutions qui lui conviennent pour finalement coller au plus proche de ses stratégies, tactiques, techniques, procédures et faire qu'il est à l'aise sur le terrain, dans n'importe quelle circonstance. Ouais, donc je pense que tu as déjà répondu à la question qui me venait en tête. Là, je pense en partie, mais je vais quand même te la poser. À quoi, selon toi, un instructeur doit être particulièrement vigilant? Ou du coup, le coach, à quoi est-ce qu'il doit être particulièrement vigilant? Pour moi, le plus important, c'est qu'il garde une certaine progressivité dans son approche et surtout qu'il fasse attention à ne pas imposer sa carte du monde, sa propre vision et sa façon de faire. Parce qu'évidemment, il a toute une expérience derrière lui, mais on voit qu'à l'heure actuelle, tout évolue de plus en plus vite. Donc, les conflits d'aujourd'hui, mais les conflits ou les zones de déploiement, parce que je ne sais même pas si dans l'avenir, on parlera encore de conflits, puisque tout est asymétrique. Voilà, il y a des nouvelles dimensions comme l'espace, par exemple. Eh bien, dans tous ces défis, il sera opportun que les leaders, les futurs leaders soient préparés à trouver eux-mêmes des capacités ou des stratégies qui n'existent pas encore ou qui sont inspirées du passé. Donc, je pense que voilà, un bon instructeur qui représente finalement une certaine autorité, autoritas, c'est aussi faire grandir étymologiquement. Et educere, pour moi, c'est faire devenir son propre chef. Donc, c'est peut-être lui transmettre aussi cet amour de l'apprentissage et de développement personnel, d'aller explorer peut-être des ponts qui n'auraient pas automatiquement eu comme réflexe d'aller explorer. Donc, oui, effectivement, se former individuellement en dehors des heures de service et avoir cette passion de trouver des nouvelles pépites de mécanismes de stratégie. Ça, c'est pour moi les fondamentaux, ne pas imposer sa carte du monde, rester aussi proportionnel et humble, humilité, les pieds dans le sol, de dire, bah, voilà, chacun a son rythme. Et ces jeunes-là, plus tard, seront certainement performants et autonomes parce qu'on leur a transmis les clés utiles pour l'avenir. Ouais. En tout cas, c'est passionnant. Il y aura énormément de questions à poser sur le sujet encore. On verra, peut-être qu'on fera une seconde interview sur ce sujet-là. J'aimerais qu'on aille sur un autre terrain. On va y basculer tranquillement, mais juste avant, j'aimerais te demander, tiens, si moi demain, je quitte mon boulot de coach et que je veux rentrer dans l'armée belge, d'accord? Comment Ouais. ça va se passer? À quoi je dois m'attendre aujourd'hui? Alors, à quoi tu dois t'attendre Je Hormis vais la dire, physique, l'entraînement physique, tout ça. J'y suis prêt. voilà. Et bien, comme pour tout le monde, il y a une phase de recrutement et de sélection. Ça reste une sélection avec différents tests, notamment médicaux, physiques, sportifs, et puis aussi psychologiques. Et puis, il y a un moment, en fonction oui, du poste, de la fonction, il y a des tests supplémentaires très spécifiques, notamment des tests académiques pour ceux qui veulent rentrer à l'académie militaire. Mais pas que, puisqu'on recrute aussi sur diplôme, vu que toi, tu es déjà coach, tu as déjà des compétences, donc vraisemblablement qu'on va aller rechercher ça. Et effectivement, des premières approches, c'est d'aller chercher sur le site 1000.be en l'occurrence, mais aussi venir dans un centre d'information, recevoir toutes les informations. Et la suite, en fait, une fois que tu es incorporé, ce serait de faire la phase d'initiation militaire, qui est une courte phase de quelques semaines où on transforme un civil en militaire. Donc, on lui donne toutes les clés pour du salut militaire à, je vais dire, le respect de certains règlements, ses droits, ses devoirs aussi, etc., etc. Quelques techniques de base, stratégiques, etc. Et puis ensuite, très vite, tu pars vers la formation spécialisée où tu es tout de suite mis dans ta fonction. Et les fonctions, évidemment, elles vont de cuistot sur un navire à manager dans le monde de la logistique et de la communication cyber, informatique, le renseignement, le monde paracommando, alors avec différentes catégories, les officiers, sous-officiers, les volontaires. Donc, c'est représentatif de notre monde civil, sauf que c'est un moment, c'est avec l'uniforme et un certain mindset, un certain esprit, avec une certaine direction en fonction de notre mission, bien entendu. Et dans
Dans la formation, justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que tout ce qui est mis en place actuellement, ça se retrouve actuellement dans les formations? Est-ce que c'est questionné dans les phases de recrutement, tout ça? Alors oui, il y a toujours, on essaie de vraiment coller au plus proche de ce qui va être utile pour les futurs militaires et on essaie de développer ce qui se fait également dans le monde civil, tout en gardant une certaine dose de traditionnalisme, hein, notamment au niveau des valeurs, de la symbolique, des cérémoniaux, etc., qui sont importants pour nous. Et finalement, l'armée est un monde toujours en transition qui va coller au plus proche des nouvelles technologies, de la modernité, des nouveautés et forcément aussi alors de ce qui se fait dans le monde du développement personnel, notamment le coaching. Il faut savoir que, par exemple, on a des personnes de confiance qui ont cette casquette de coach, en fait, pour arriver à certains niveaux dans dans un service, mais aussi pour une individualité et venir voir à améliorer les conditions de travail, prendre en considération les défis personnels qui peuvent être aussi dans le quotidien plutôt familial ou privé. Donc, voilà, oui, effectivement, dans tous les domaines, on essaie de continuer à s'améliorer en permanence. Et finalement, je crois que tous les militaires, on n'a connu que des restructurations permanentes par rapport aux objectifs, mais aussi à l'approche. Même si les objectifs restent assez traditionnels, je veux dire, sur la forme, ça change un petit peu, les théâtres de déploiement, etc. Mais effectivement, dans l'approche, il y a vraiment une intelligence émotionnelle, une vision plus orientée soft skills et apprentissage qui a changé depuis quelques années, clairement. Ouais. Et là, où je t'ai pas mal questionné sur le militaire d'il y a 30, 50 ans, le militaire d'aujourd'hui, tu dois le sentir venir, mais du coup, par rapport au militaire de demain, comment tu vois le militaire de demain? À quoi est-ce qu'il va ressembler? Comment sera son recrutement? Qu'est-ce qui sera différent par rapport à aujourd'hui? Ouais. Ce qui va être différent, c'est peut-être l'organisation elle-même qui est en train de se transformer, de se transmuter même en termes d'énergie. Je pense qu'on est dans une organisation très pyramidale et on devient de plus en plus à plat, où on va aller plus sur les compétences des gens. Euh, donc forcément, cette organisation qui change va aussi nécessiter d'autres personnes avec d'autres compétences et donc le recrutement va se faire dans cette dimension-là. Le recrutement, forcément, c'est le pont avec l'actuel et avec le futur. Et donc, on va essayer d'aller rejoindre les jeunes du futur. Donc, logiquement, ils évoluent dans une société de l'information, de l'économie de la connaissance, de la technologie. Donc, évidemment que notre recrutement et notre organisation évoluent vers ça. De plus en plus, les laptops, des smartphones, mais également, je dirais, en spirale dynamique, hein, pour ceux qui connaissent, on va aller tendre à quelque chose qui est beaucoup plus dans cette notion de collectif, mais au service de valeurs dans lesquelles l'individu se retrouve. Ce qui, pour l'instant, parfois, et comme toujours, il y a un décalage parfois générationnel, mais aussi à toutes les générations confondues, un décalage par rapport à notre organisation et le monde dans lequel on évolue. Hein, voilà, les questions qu'on se pose, tout ce qu'on vit, c'est des réponses à des questions qu'on se pose. Et effectivement, notre société a évolué dans tout cet art du questionnement et notre organisation évolue toujours un petit peu en décalage. Et donc, forcément, tout comme je ne sais pas prédire le futur de notre société, je peux voir des tendances générales dans lesquelles l'armée va également devoir, si elle veut continuer à recruter, se fondre en fait. Donc une armée plutôt basée sur les évolutions sociétales et aussi une armée qui s'appuie peut-être plus sur une hiérarchie, on va dire, horizontale que verticale, avec vraiment la mise en avant des individus en tant que personnes et leurs connaissances au service justement d'un objectif commun. Exactement. Un petit peu Je ce vois qu'on de la voit. transversalité beaucoup plus dans les fonctions que dans les grades. Et voilà, c'est évidemment un cliché, c'est très caricatural, mais en soi, c'est vraiment l'évolution dans laquelle on a déjà baigné depuis, je vais dire, la fin de la guerre froide dans les années 90, les années 2000 avec les événements du 11 septembre, le terrorisme et puis les déploiements dans le Moyen-Orient. Et pour moi, l'avenir avec toute la partie cyber, renseignement, sécurité
au niveau informatique, mais aussi cette dimension espace. On le voit récemment, il y a eu pas mal d'exploits au niveau voilà, de grandes, plus que start-up, mais je vais dire de grandes sociétés, genre les GAFAM dans la Silicon Valley, qui pour moi restent Silicon Valley des bons exemples à suivre et à transposer, évidemment avec ses limites et ses parallèles, dans les défenses du futur. Bon, en tout cas, on a compris. On va peut-être pas parler encore d'armées libérées comme on parle d'entreprises libérées, mais on comprend bien en tout cas il y a une vraie volonté de sortir un petit peu du système en silo, hein, hyper pyramidal, et puis d'apporter plus de flexibilité et plus de transversalité. Là, j'aimerais, si tu es d'accord, Philippe, qu'on parte sur un terrain peut-être un petit peu plus personnel, parce que je sais, comme tu nous l'as dit, que tu as été militaire de terrain. Ouais. J'imagine, hein, avec des situations difficiles et pas toujours faciles à gérer. Comment est-ce qu'on prépare aujourd'hui les leaders et les soldats à évoluer dans ces situations de chaos? Parce qu'on sait il y a de la préparation, certes, pendant des années, mais on sait que sur place, quand il y a des événements qui sont, on va dire, hors du commun, hein, et inattendus parfois, il y a ces réflexes qui sont là, il y a l'inconscient, il y a l'instinct aussi, je pense, parfois. Et comment on s'y prépare et comment, du coup, ces nouveaux standards que l'armée belge est en train de mettre en place s'incrustent justement dans cette préparation? Alors, comment est-ce qu'on s'y prépare? Évidemment, le job du militaire, quand il n'est pas déployé, c'est de s'entraîner. Bon, c'est de se former d'abord, puis s'entraîner. Et on appelle ça le drill, hein. On sait que c'est un petit peu l'équivalent de mettre des habitudes permanentes. Et donc, le drill, c'est d'entraîner tellement souvent quelque chose, un petit peu comme dans les arts martiaux, pour que ça devienne un réflexe, une évidence et quelque chose d'inconscient. Parce qu'on sait que dans le stress, on n'applique que 10, 15, 20% de ce qu'on connaît. Et donc, nous, on axe beaucoup sur la préparation individuelle et collective, et même la préparation de mission ou du déploiement. Comme ça, on sait pallier à cette réalité. Parce qu'on part du principe que, OK, 10-20% de ce qui est appliqué, c'est peut-être pas grand-chose, mais par rapport à un professionnel qui fait que ça tout le temps, ces 10-20% seront toujours plus hauts qu'un amateur ou que quelqu'un qui n'est pas entraîné de cette manière-là. Donc, le drill est vraiment important. Ça, c'est une grande préparation à la fois physique, stratégique, tactique, technique, mais aussi mentale, mindset, donc psychologique. Et on vise à cohésionner le groupe parce que c'est vraiment la force du groupe qui fait la différence. Ça, c'est vraiment cette notion d'esprit de corps. Alors, évidemment, là-dedans, les nouvelles approches individuelles, on sait que si on renforce le maillon d'une chaîne, la chaîne se renforce. Donc, forcément, les tops, les techniques d'optimisation de potentiel, la mindfulness, la cohérence cardiaque, la partie plus coaching, développement personnel, je dirais même parfois dépouillement personnel, aller à l'essentiel, aller dans la simplicité, vont renforcer un individu, le rendre plus résilient, plus agile, plus flexible, et donc forcément impacter, influencer le reste de l'équipe. A contrario, on sait aussi que quelqu'un qui ne fonctionne pas très bien va diminuer de 40% l'équipe dans laquelle il évolue. Donc, on fait attention aussi, on ne nivelle pas que, je veux dire, le top pour aller encore plus vers le top. Donc, il n'y a pas que de la sélection, il y a vraiment aussi tout un travail d'amener tout le monde ensemble à un bon niveau collectif. Donc voilà, ça c'est la manière vraiment dont on se prépare à nos missions et aussi au quotidien en général, donc dans un service, parce que voilà, je pense que c'est important de ne pas mentionner que les unités de combat, même si en termes d'enjeux, il y a la vie humaine et donc évidemment le stress peut être assez intense. Néanmoins, je pense que comme dans toute organisation, c'est une équipe et il y a aussi énormément de stress à d'autres niveaux dans d'autres domaines et d'autres niveaux de responsabilité qu'il faut gérer aussi et pour lesquels il est bon de se préparer. Comme on dit souvent, ce n'est pas quand on doit aller dans la situation qu'on se prépare, c'est trop tard. Donc voilà, c'est vraiment ce travail d'anticipation et d'amélioration permanente qui nous fait arriver à ces nouvelles prises de conscience en termes de neurosciences, d'évolution sur la partie psychologique, médecine, etc. Donc, la société de l'information, elle a clairement une influence sur chaque militaire et sur l'organisation elle-même. Ouais. En tout cas, par rapport donc ce que tu nous dis, c'est que vraiment préparation, 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 ça, il n'y a pas de secret avec des techniques qui sont bien spécifiques. Et du coup, de ton expérience, comment tu fais pour gérer
Je sais qu'il n'y a peut-être pas de recette magique, mais comment tu fais pour gérer concrètement une situation qui est tendue, où tu sens qu'il y a, par exemple, des mécanismes inconscients ou instinctifs ou, entre guillemets, Oui. archaïques qui arrivent? Comment on se prépare à gérer justement ces moments-là? Est-ce qu'on peut se préparer à ça ou pas? Alors, ouais, comme je le disais, rien ne remplace une situation opérationnelle. Néanmoins, on dote tout le monde de tous les boîtes à outils possibles. Et effectivement, je pense que la relation de groupe fait la différence. À un moment, on sait que dans les pires situations de stress, on ne le fait plus pour une certaine symbolique, pour des valeurs, etc. C'est plutôt pour le voisin de gauche, le voisin de droite. Et c'est ces liens qui ont été renforcés par l'entraînement dans des situations compliquées qui font qu'à un moment, le jour venu, ça peut marcher. Après, évidemment qu'il y a toute une partie intuitive aussi. Le chef va aller chercher ce qu'il a un petit peu dans les tripes, dans le ressenti du corps, cette intuition, mélangée avec cette partie instinctive que nous avons tous. Voilà, cette partie de survie et de, voilà, soit je fuis, soit je vais au combat, soit je flige. Et évidemment, nous, on essaie de tout axer pour que la personne fasse face, faire face. Ça part d'une notion d'état d'être déjà, et donc de lui permettre de rester connecté à son préfrontal et donc finalement d'aller dans quelque chose de plus rationnel. Donc, on essaie de limiter au maximum cette réaction instinctive et émotionnelle, mais tout en étant bien conscient que ça sera présent. Et on met tous ces mécanismes en place, notamment par la force du groupe, mais aussi par ces mises en situation. On entraîne nos militaires à finalement gérer leur stress, même si gérer n'est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas, apprivoiser ça et s'habituer à travailler dans ces conditions. Et par le passé, je pense que ça fait la grande différence à l'heure actuelle et vers le futur. Par le passé, c'était quelque chose, on sélectionnait. Soit tu étais bon pour gérer ton stress, et gérer le stress du groupe, soit merci, on n'a pas besoin de toi parce qu'on a un grand réservoir de force. Maintenant, il y a peut-être un décalage aussi, on attire peut-être moins facilement, et donc on a dû transformer tout ça et venir avec des notions qui seront utiles pour l'individu, parce qu'à partir du moment où c'est utile pour lui aussi dans sa vie privée, il y voit un intérêt, et donc là, ça l'attire, et c'est finalement des arguments de recrutement. Et ça, après, ça lui permet effectivement, et ça sera la tendance future aussi, de bien évoluer dans notre organisation et de s'y sentir bien, en fait. Ouais. En tout cas, on le voit dans l'armée, c'est vrai qu'on est moins sur des standards, on va dire, un peu plus basiques, mais on est vraiment sur des armées de spécialisation, hein, quand on le voit dans les pays occidentaux ou d'autres pays, hein. On voit vraiment que c'est ultra spécifique, chacun a sa tâche, mais on pousse vraiment à des degrés de performance et de développement assez importants maintenant, et c'est vrai que tout ça, ça y rejoint. Et du coup, c'est toutes ces stratégies, tous ces outils, on sait qu'aujourd'hui, ils sont très recherchés dans le milieu, dans le milieu professionnel, on va dire, de la vie civile, dans le travail. Comment ou quels outils tu penses qu'on pourrait transposer, par exemple, du domaine militaire au domaine personnel ou professionnel? Je pense par exemple au TOPS, mindfulness, la cohérence cardiaque, et si oui, comment? Déjà, de base, je veux bien dire que toutes ces approches, elles sont déjà dans le civil de facto, notamment pour la mindfulness et la cohérence cardiaque. Les TOP, c'est jamais qu'un rassemblement notamment de psychologie, de sophrologie, d'autres approches. Donc, tout ça existe déjà, juste ça a été mis à la sauce militaire pour que ça soit spécifique à nos modes de fonctionnement et de déploiement. Après, je pense que ce qui peut vraiment être essentiel de ramener dans la partie monde civil et privé, c'est toutes les notions historiques, stratégiques, en fait. Pour moi, il y a des choses immuables qu'on fait naturellement, on n'est même plus conscient, évidemment, parce qu'on nous a finalement éduqués dans un certain mode de fonctionnement. Et toutes ces notions de vérité universelle, parce que pour moi, ça rejoint la partie, nous sommes dans un monde énergétique, et donc on transmute des énergies non-stop, hein, et tout ce qui est à l'infiniment grand et à l'infiniment petit est équivalent, donc on est entre les deux, on applique tout ça. Toutes ces notions, pour moi, elles peuvent être transmises parce qu'à l'heure actuelle, le monde VUCA, tout le monde y est soumis. Tout le monde a subi de plein fouet les conséquences de la crise Covid.
tout le monde subit le plein fouet les crises socio-économiques, etc. Donc, pouvoir être agile, s'adapter et profiter de l'art du changement dans une certaine excellence et performance, bah oui, effectivement, là, il y a énormément à venir chercher dans notre monde à nous, puisqu'à la base, c'est pour ça qu'on se prépare, c'est pour affronter la crise. Donc, toute cette partie mindset, fonctionnement et stratégie, parce que stratégie, c'est stratégos, c'est l'art de mener les armées, étymologiquement. Donc, toutes ces notions, ces réflexes qu'on fait parfois peut-être naturellement, dont on n'est pas toujours conscient, peuvent très bien être transposés dans le monde civil, tout comme on a été s'inspirer du monde civil. Donc, pour moi, encore une fois, là, c'est mon grand connecteur, le bridge maker que je suis, il aime bien faire les ponts. Il faut s'inspirer des mondes, en fait, et s'inspirer de la performance, comme on a nos 2 astronautes qui sont finalement des anciens militaires, des anciens pilotes de chasse, et qui ont évidemment exploité toute cette formation au bénéfice finalement de la conquête spatiale et de notre monde. On fait tous partie d'un grand tout pour moi, et tout est interconnecté. Et parfois, on a tendance à trop cloisonner les choses, selon ma vision. Et là, c'est bien d'aller s'inspirer effectivement de ce que nous faisons dans les situations complexes, et puis à l'inverse, d'aller chercher ce qui se fait dans le monde civil, clairement. Ouais, parce que les deux sont liés, hein, on l'a vu, hein, c'est un militaire, c'est aussi une personne et c'est des compétences aussi annexes. Un militaire, c'est pas uniquement un militaire, ça peut être un coach ou voilà, un professionnel dans la vie privée. Et comme je sais que tu aimes construire des ponts entre deux mondes, écoute, je te propose de construire un pont entre ceux qui ne connaissent pas les tops et toi. Est-ce que tu pourras expliquer qu'est-ce que sont les tops? Alors oui, bien sûr. Donc, technique d'optimisation de potentiel, finalement, c'est toute une boîte à outils qui est basée sur la respiration, la relaxation et aussi l'imagerie mentale. Donc, ça va toucher notamment à l'hypnose, la sophrologie, ça a des ponts avec la PNL. Il y a plein d'applications de respiration, donc ça va chercher un peu sur la cohérence cardiaque si on veut. Et le but vise à vraiment bien récupérer après une action, bien se préparer avant l'action, donc dynamiser, et pour être dans une zone d'activation optimale, c'est-à-dire être dans un état de flow, comme les sportifs ou les rugbymen disent, c'est être dans la zone, et c'est-à-dire être au meilleur de son attitude, de son corps, de sa physiologie, de sa psychologie. Voilà, c'était vraiment aller chercher un état d'équilibrage, d'alignement, de congruence et de cohérence. Et pour moi, là, ça part de l'individu qui va être aligné, la partie cerveau, cœur, corps, donc la partie trip, instinctive, mais aussi émotionnelle, et puis plutôt mentale, de raison. C'est pour ça que je parle souvent au cœur d'un autre, esprit de corps. Et de cet individu ensuite aller vers les autres et permettre cette cohérence au sein d'un groupe, une bonne cohésion, une bonne relation. Et ensuite, évidemment, déployer ça pour nos opérations. Donc voilà, c'est vraiment, je crois qu'on utilise beaucoup la partie imagerie mentale, qui donc visualisation, l'aspect de ressentir. On le voit d'ailleurs, tu citais l'exemple de la patrouille de France, et c'est la même chose pour notre patrouille en Belgique. C'est effectivement le meilleur simulateur pour un pilote. Ce n'est pas son ordinateur, c'est son cerveau. C'est cette capacité d'imaginer. C'est une vraie créativité, et ça, c'est une notion de leadership, en fait. Donc, ouais, là, les tops, c'est cet ensemble de récupération, rééquilibrage et puis finalement dynamisation, avec cette boîte à outils qu'on met à disposition de chaque individu et qu'après il transpose évidemment dans sa réalité. Ouais. Je n'ai qu'un mot à dire, top. Merci pour ces explications. Bon, en tout cas, j'aurais encore vraiment un tas de questions à te poser parce que c'est passionnant. Et puis vraiment, moi, je reste bluffé encore de cette démarche qui est mise en place de développement personnel, développement humain, moi, d'entendre parler de pleine conscience, de méditation, de se sentir aligné en tant que personne, de développement de stratégie des performances dans l'armée. Je trouve ça super encourageant et vraiment, je trouve que c'est aussi un magnifique message qui est envoyé aussi. Je trouve que c'est une très belle image et puis ça entrevoit aussi de très belles perspectives. Donc là, si tu le permets, très rapidement, j'aimerais te poser encore deux, trois petites questions. Mais là, de ton expérience, si tu avais, on va dire, 3 leçons à tirer, ce seraient lesquelles?
Alors oui, de mon expérience, de mon parcours, ouais, forcément, je peux m'inspirer que de celui que j'ai vécu. Euh, pour moi, les grandes leçons, ça serait d'abord la connaissance de soi. Comme on dit, connais ton ennemi et surtout connais-toi toi-même. C'était Sun Tzu qui parlait de ça. Ben, je rejoins ça. La connaissance de soi, ça veut dire aussi à l'heure actuelle apprendre. Et l'apprentissage, ça s'apprend aussi. Donc, tout l'art de la concentration, de l'apprentissage efficient, les neuro-efficiences et neuroergonomie. Pour moi, ça, voilà, l'efficience cognitive, c'est important. Donc, voilà, le champion de France de mind mapping qui sommeille en moi parlera de mind map, de lecture rapide, etc., etc. J'ai envie d'inciter les gens à d'abord apprendre à apprendre. Parce que pour moi, ça, c'est une des soft skills principales de notre temps. Pourquoi? Ben, à quelle fin? Apprendre sur soi, apprendre sur l'être humain, apprendre sur déjà son outil principal, je pense, le cerveau, nos trois cerveaux. Et puis, la bonne connaissance de soi-même, de qui je suis, quel style de personnalité, quelle est mon envie, quels sont mes états d'âme, etc. Donc, l'apprentissage, la relation à soi, pour ensuite, voilà, ça sera ma deuxième leçon, c'est oser à un certain moment avec tout ce bagage d'estime de soi, donc de confiance en soi, de bonne image, de bonne histoire qu'on se raconte, hein, parce que communication, on en parle, c'est un peu le but ici aussi, c'est avant tout avoir une bonne communication avec soi-même. C'est le langage qu'on emploie pour soi, c'est un peu l'art du changement, changer de perception, c'est changer la dénomination des choses. Ça me paraît fondamental. Donc, en partant de cette connaissance individuelle de soi, de ce leadership intérieur, eh bien, c'est d'aller en relation avec les autres. Et pour faire ça, je pense que la notion principale, ça doit être d'être congruent. C'est-à-dire, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et je suis cohérent, ça rejoint cette notion aussi de cohérence cardiaque, dont je me fais un peu le porte-drapeau au sein de l'armée belge. Et d'ailleurs, je remercie aussi Fred Kopiters, hein, je tiens à le citer, notre ancien pilote de chasse retraité qui vient nous former comme coach en cohérence cardiaque. Merci à toi, Frédéric. Et donc, voilà, cette deuxième pépite, aller vers les autres, oser être soi-même et incarner le changement qu'on veut pour les autres, pour le monde, pour son organisation. Voilà, je pense qu'à un moment, je n'aurais pas osé amener la cohérence cardiaque parce que j'aurais dit ça va être pris comment, etc. Et puis, j'ai finalement tout mis en place jusqu'à aller toquer à des portes d'un général de well-being pour dire, bah voilà, je pense que ça, c'est vraiment nécessaire. Et ça ne se fait pas forcément naturellement. Un commandant ne va pas comme ça directement. Et pourtant, ben, quand on est complètement aligné avec soi, je pense qu'on peut oser faire des choses. Et la devise des forces spéciales, c'est qui ose gagne. Et parfois, et ça je tiens à le mentionner à tous nos amis fonctionnaires, tant qu'on a la procédure plus importante que le résultat, là on est dans la fonction publique. Et le militaire ne doit pas oublier qu'avant d'être fonctionnaire, il a été formé pour aller sur le terrain et que le résultat prime sur la procédure. Donc ça me paraît une deuxième leçon importante. Et la troisième leçon que j'ai à dire, c'est une fois qu'on a été en relation avec soi, en relation avec les autres, c'est grâce au groupe de se mettre en action dans un projet. Donc, c'est de pouvoir rassembler, et pour le monde civil, c'est avoir le networking. Et l'armée belge du CLC, qu'elle fonctionne comme ça, c'est un système de parrainage, tout le monde se connaît indirectement, et c'est ce qui fait qu'on est souple, adaptable, c'est qu'à un moment, justement, quand les procédures, ça ne va plus, on retombe toujours sur nos pattes parce que la bonne volonté et les connaissances du réseau, de un tel qui connaît un tel qui connaît un tel, fait la différence. Donc, là, tu vois, ça revient vraiment à cette notion d'humain, de développement personnel et de relier ça à la force du groupe vers nos objectifs stratégiques, quels qu'ils soient. Et là, je parle vraiment, en fait, c'est d'application pour l'armée, mais c'est d'application dans n'importe quelle organisation ou peu importe vos projets qui vous animent. Donc, en résumé, si je devais dire, c'est apprendre à se connaître soi pour s'aligner, être plus cohérent. Et avec cette cohérence, cette conscience, aller mieux vers les autres, incarner ce changement, partir d'un état d'être et le faire en groupe sera une conséquence de cet état d'être. Et pour moi, ça, c'est le plus important. On dit aussi à l'école d'infanterie, exemplo, c'est-à-dire incarner ce qu'on prône. Ça ne veut pas dire être le meilleur non-stop, mais c'est donner le meilleur de soi. Voilà, ça, c'est les trois grandes leçons de mon expérience et que j'essaye d'incarner également
maintenant à l'heure actuelle en faisant les ponts, notamment avec toi, et je te remercie vraiment pour cette belle opportunité. Merci. Et je te rejoins sur toutes tes démarches, sur ces belles vidéos que tu fais, cette transmission de pépites vers les autres, parce que je suis sûr que tu inspires ainsi beaucoup de gens et qui, à leur tour, pourront aussi inspirer d'autres. Donc, en tout cas, c'est l'ambition, je pense. Merci. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un officier de l'armée belge qui disait qu'on va plus vite tout seul, mais on va plus loin ensemble. Donc, je le rejoins tout à fait là-dessus. Un bon gars, ça. Je trouve aussi. Allez, vraiment en quelques mots, si tu avais 3 conseils à transmettre en termes d'attitude enfin plutôt d'outils auprès desquels se rapprocher, ce serait quoi ces 3 outils vraiment en quelques mots? Si tu avais 3 outils à dire, tiens, demain, selon moi, ce qui est vraiment important auprès de se rapprocher, c'est ça, ça et ça. C'est fondamental. Moi, je dirais d'abord, et ça va rejoindre évidemment la notion de mindfulness, mais au-delà de peu importe l'approche, c'est de faire silence et de pouvoir avoir cette capacité de s'isoler et d'arrêter de faire, de se retrouver soi avec soi. Et Dieu seul sait que c'est aussi un défi pour moi-même. Hein. Je pense qu'on est dans une hyperactivité permanente où on n'a plus le temps justement de prendre le temps pour soi. Et ça devient une priorité, je pense, de se donner un rendez-vous avec soi-même, complètement isolé de tout, famille, connaissances, monde professionnel, pour se retrouver et finalement se découvrir. Si on veut se connaître, il faut prendre du temps pour soi, tout simplement. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Mais dans un deuxième temps, parce que c'est mon dada actuel et ça m'a permis d'être vraiment plus serein avec moi et faire la paix en moi, et donc forcément inspirer d'autres. Je pense que voilà, c'est l'ambition et c'est en tout cas ma motivation pour laquelle je suis rentré à la défense et la vie en général. C'est pour mieux gérer mes émotions, la cohérence cardiaque, ça a été vraiment révolutionnaire. Alors oui, je l'ai appris dans un contexte de technique d'apprentissage, mais pour moi, c'est un outil tellement simple qu'on a dans la poche en permanence, il faut juste le connaître, parce que ça peut se faire par la voie respiration, réapprendre à respirer aussi. C'est une parenthèse que je fais, c'est cette respiration profonde et qui se fait en plusieurs étapes et surtout par le bas du ventre. Souvent, on respire à l'inverse, ce qui crée beaucoup de stress chez la majorité des gens et des militaires. Donc, la cohérence cardiaque, c'est mon dada actuel, mais c'est aussi, moi, personnellement, ce qui me permet, ce qui me sauve d'une certaine manière, de mieux gérer cette colère interne au niveau émotionnel et de rester dans une certaine équanimité en toute situation. Donc, ça, c'est une vraie approche que je vous partage et que je vous incite à aller explorer. Il y a assez de choses sur les réseaux. Et puis, troisièmement, je vais prôner mon adage, c'est au cœur d'un esprit de corps. C'est finalement, quand je dis esprit de corps, c'est créer votre propre esprit de corps autour de vous. Donc, entourez-vous bien, priorisez, soyez dans la simplicité et évitez de vous entourer de trop de stimuli, de gens, de relations peut-être toxiques aussi. Donc, créez votre groupe autour de vous en ayant votre cap. Voilà. Finalement, beaucoup de gens ont un objectif, c'est un peu le dev perso, hein. On est là avec notre smart permanent, mais aussi s'aligner, là, voilà, cet esprit de corps, le cœur, le cerveau et le corps, c'est un ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous n'appliquez pas un minimum de sport pour entretenir votre condition physique, si vous ne mangez pas correctement, voilà, tout le monde sait ça, mais il y a l'application. Ça, c'est une des vérités universelles aussi, c'est l'action. Tout est en vibration, à un moment, il faut appliquer. Et j'ai envie de vous renvoyer un peu vers le drill militaire, faites-en des habitudes. Donc voilà, cet ensemble d'alignement des centres, créer des habitudes pour que ça se fasse de manière quotidienne. Et juste dernière subtilité pour faire ça, pour ne pas se lasser, comme l'être humain est fainéant et économise son énergie au maximum. Donc il n'est pas fainéant en fait, c'est juste que c'est son mode de fonctionnement et de survie. La routine tue, on dit à l'armée, pour varier la routine, c'est garder quelque chose de constant, mais varié. Donc, ayez en fait des blocs que vous savez qu'au bout de la semaine, vous avez fait. Et par contre, faites-les varier pour que ça soit attractif, tout simplement. Donc, votre horaire doit bouger. Ouais. Voilà. Donc, le silence,
La cohérence cardiaque, la respiration, un bon entourage et puis rester aligné. Exactement. Bon, en tout cas, je remets ma casquette de directeur de centre de formation. J'en profite pour faire un placement de produit, hein. Mais voilà, cohérence cardiaque, si vous ne savez pas comment trouver, il y a des vidéos soit sur Internet ou sinon on a la chance de collaborer chez INSEM avec le docteur David O'Hare, hein, qui est directement le créateur de la méthode 365, qui vous explique vraiment comment faire et puis tout ce qui se passe aussi à l'intérieur du corps. Donc voilà, si vous ne savez pas comment faire, rendez-vous sur incem.fr, incem.fr. Voilà. Bon. Merci à toi, Pierre. Je t'en prie. Alors, petite dernière question pour toi, Philippe, un peu plus personnelle ce coup-ci, si tu es d'accord, bien sûr. Bien sûr. Je serais intéressé de savoir, et je pense ceux qui vont suivre aussi ce podcast également, qui était le jeune Philippe avant et qui est le Philippe aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là? Je commence par m'hydrater, important pour le cerveau. Alors, ben, écoute, le jeune Philippe, je pense que de base, il rêvait de rêves, voilà, de pilote de chasse, d'aventure, de paracommando, d'aller peut-être aussi changer le monde. Et ouais, vraiment l'aventure, bouger aussi beaucoup dans le sport. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, j'ai eu mon parcours avec des grandes joies, des grandes victoires, et puis aussi parfois des déceptions, et finalement, de choix en choix, toute une carrière qui s'est construite, et une vie aussi. Et je dirais qu'à un certain moment, il y avait peut-être un désalignement ou une perte de sens qui m'a fait aller explorer d'autres horizons. Et alors, ça me faisait grand peur parce que je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas bien. Et donc, euh, aller dans l'inconnu de moi-même, ce n'était pas simple. Je me suis vraiment posé cette question, mais en fait, qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'à un moment, j'ai fait beaucoup de choses aussi par automatisme, par des conditionnements et par ce qui était attendu. Et donc là, je me suis mis en responsabilité, habilité à répondre euh, et se mettre en leadership. Et cette quête n'a jamais cessé dès le moment où j'ai commencé parce qu'en fait, j'ai trouvé ça tellement passionnant que voilà, j'ai exploré le monde du développement personnel, de l'apprentissage et puis le monde du dépouillement personnel et de mentor à coach, de mentor en mentor, d'instructeur en instructeur. J'ai fait des découvertes et des enrichissements sur moi et sur les autres. Et je pense que ça va toujours continuer. Et en fait, mon défi, c'est d'arriver à coupler et à faire en sorte que finalement, c'est une notion d'ikigai, de raison d'être, que ce que je fais au sein de la défense soit utile pour les militaires. Bon, c'est spécifique pour eux, mais en fait, de façon générale, pour l'ensemble des êtres humains. Donc, à la base, c'était, je vais dire, quelque chose de très attractif pour moi personnellement. Et maintenant, je crois qu'avec un peu plus de sagesse, je commence à me rendre compte qu'il n'y a pas que vivre des choses intenses, recevoir, il y a aussi beaucoup donner pour se reconnaître dans sa vérité profonde, dans son identité, qui est finalement que paix, joie, amour, sérénité. Et, et voilà, être dans l'instant présent, Ouais. tout simplement. Merci pour ce beau message de fin. Un petit mot pour la fin? Gratitude à toi et gratitude à vous tous. Super. Bon, écoute, merci beaucoup, Philippe. Super, super intéressant. Encore une fois, il y a pas mal encore de choses à discuter, mais je pense qu'on a déjà une bonne matière à réfléchir, une bonne matière à explorer. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à aller explorer tout ce milieu militaire que je connais un petit peu de par de la famille, hein, qui travaille dans l'armée. Mais c'est vrai que, puis de ce qu'on entend aussi, mais c'est vrai que d'avoir ce regard et puis de cette nouvelle dynamique qui se met en place à côté de chez nous, hein, pour nous qui sommes en France, c'est vraiment encore une fois, je pense vraiment de beaux messages d'espoir et puis de savoir qu'enfin, que ce soit à tous les niveaux, hein, parce qu'on a pu le voir avec les autres intervenants dans la série L'Entretien, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau du business ou même de voir au niveau de la défense, de vraiment ressentir qu'il y a cette dynamique globale de remettre l'homme au cœur du changement et qu'en dessous, la veste d'officier, la veste de chef d'entreprise, de salarié, il y a une personne de vraiment mettre en place toutes les choses, tous les moyens de lui permettre d'être aligné pour pouvoir se transcender soi-même et mieux donner aux autres. Je trouve que c'est vraiment chouette. Donc, en tout cas, bravo pour ta démarche, bravo pour la démarche que met en place l'Armée belge. Et voilà, moi, je suis curieux en tout cas de voir comment ça va continuer de se développer positivement dans les années à venir. En tout cas, un grand merci pour ce moment de partage.
Moi, je mettrai les petites informations complémentaires sur la cohérence cardiaque, sur l'étop, sur tous ces sujets-là dans la description de la vidéo. Ou auquel cas, voilà, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Je resterai à la disposition. S'il y a des questions à faire remonter, je pourrai les faire remonter également à Philippe dans la mesure du possible. Et puis, parce qu'on avance tous ensemble. Voilà. Tout à fait. En tout cas, un grand merci Philippe. Je te souhaite une très très belle continuation, plein de belles réussites dans tes projets, plein de belles expérimentations. Et à tous ceux qui suivent la série L'Entretien depuis le début, je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Pierre. À bientôt.